Documentaire de Tania Rachmanova, Rome, premier peuple européen. Alors vous parlez de cette question ô combien sensible, difficile, délicate, qui nous expose régulièrement aux réprimandes européennes. Eh bien, autour de la table, Didier Paillard, vous êtes Bonjour. maire communiste de Saint-Denis, une commune qui a fait le choix de s'ouvrir aux Roms, si je puis dire. Vous en avez Oui, on a plusieurs centaines sur votre territoire. plusieurs centaines, une réalité douloureuse de bidonville, mais aussi un travail conséquent avec des familles roms. Pour les accueillir, pour les intégrer, etc. Qui a été décrit entre autres dans le film. Alors en face de vous, Didier Gonzalez, vous êtes le maire UMP de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Oui. Vous, on ne va pas dire que c'est l'approche inverse, mais presque en tout cas. Vous n'en avez pas sur votre commune ou plus, puisque vous les avez fait expulser récemment. Exactement, sous décision de justice, étant entendu que nous n'avons pas les conditions possibles pour les accueillir proche d'un site Céveso, dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà. Laurent Elgozi, vous êtes le cofondateur du collectif Rome Europe. Vous êtes aussi élu socialiste à Nanterre. Et vous avez été reçu au nom du collectif par Jean-Marc Ayrault dans le cœur de l'été. Absolument. Pour parler de ces questions-là. Le 22 août. Et puis Saïmir Millet, vous êtes Rome, originaire d'Albanie. Vous êtes président de l'association La Voix des Roms et vous êtes juriste. Et vous travaillez, je dirais, auprès des Roms pourquoi? Pour les aider à s'intégrer en France? Pourquoi les aider à retrouver leur place qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Alors, un commentaire sur ce film qu'on vient de voir déjà. Vous l'avez jugé comment, ce film-là? Intéressant. Intéressant. Il pose une multitude de questions et peut-être que c'est ce qu'on peut lui reprocher, c'est de globaliser sous le terme peuple rome des situations qui n'ont rien à voir, même s'il peut y avoir une parenté d'origine, de langue, de culture entre les différentes populations qui sont abordées. Je crois qu'il y a 3 points dans ce film. Le premier, c'est l'évacuation qui est absolument intolérable en France d'un terrain par les forces de l'ordre françaises, avec en particulier cette petite fille qui dit complètement éberluée à un policier, pourquoi tu me bats? Deuxième point, c'est la situation que les autorités hongroises, roumaines, enfin différents pays, mais particulièrement hongroises, font aux Roms de leur pays, qui est absolument intolérable et qui pose la question de la montée de la xénophobie, du racisme partout en France, mais particulièrement là. Et puis la troisième élément, c'est l'insertion possible. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on puisse être étonné que des Roms s'intègrent et aillent travailler au Conseil de l'Europe. Alors que, fondamentalement, les Roms ou les Roumains, Bulgares et autres que l'on dit Roms, sont des populations qui s'intègrent comme les autres si on leur donne les moyens de s'intégrer. Ce qui n'est pas le cas en France, et ça renvoie aux premières images du film de ces expulsions. Didier Paillard, effectivement, on voit il y a une volonté de globaliser dans le film de tous les Roms d'Europe, de par leurs origines et de par la façon qu'ils ont eu après de se répandre, si je puis dire, dans différents pays européens. Et on ne fait pas tellement de différence entre les gens du voyage, si je puis dire, par exemple, et les Roms. Vous en faites? On a bien évidemment, comme partout, des gens du voyage qui sont sédentarisés à Saint-Denis, historiquement dans différents quartiers de la ville, au moins deux quartiers. Les Roms, s'il y a une différence, elles sont par l'extrême précarité avec laquelle ils sont traités, puisque ce sont de nouveau à Saint-Denis, comme on a connu à Nanterre ou ailleurs, des bidonvilles qui naissent sur des délaissés d'autoroutes et qui interrogent la population dionysienne. Dans le film, on voit le camp de Hanoul, mais ça se termine même sur des notes d'espoir qui montrent un peu le nécessaire travail à faire avec les Roms sur une intégration dans le pays, à condition de leur donner la possibilité de le faire. Je pense que beaucoup de choses tournent autour du droit au travail, du droit à avoir un toit. C'est-à-dire, un de nos espoirs, c'est de mettre ces populations dans un droit commun. Alors, on va voir comment vous réglez, entre guillemets, ou vous traitez la question des Roms, chacun dans vos communes respectives. Saïmir Millet, on fait un distinguo, on exclut les gens du voyage de la conversation et on se concentre sur le cas des Roms, d'ailleurs, qui font l'actualité régulièrement parce qu'ils constituent des sortes de ghettos, des endroits qu'on fait évacuer régulièrement par la police pour des questions sanitaires et de sécurité. Oui, alors le maître mot à chaque fois qu'on parle des Roms, c'est confusion et amalgame, parce que ça permet de faire un écran de fumée qui est utilisé très bien d'ailleurs par les gouvernements successifs. Il y a actuellement des problèmes en France qui n'ont rien à voir avec les 15 000 Roumains ou Bulgares précaires
mis dans une situation de précarité par la loi française, et on fait un écran de fumée avec ces 15 000 personnes pour qu'on ne voit pas les réels problèmes qui se posent dans la société française, mais aussi dans la société européenne. Mais en général, quand on parle des Roms, on parle de cela, de ces 15 à 20 000 Tout à fait. Roms originaires de Et Roumanie qui sont venus ici pour des raisons plus économiques d'ailleurs que par plaisir du voyage, si Et je puis c'est dire. précisément l'amalgame que je dénonce parce que... Et de stigmatisation économique et de stigmatisation dans leur en pays. Roumanie, dans leur pays, évidemment. Mais massive. ici en France aussi, parce que Évidemment. on dit, par exemple, on entend souvent dans les médias et on lit souvent dans la presse écrite que la plupart des Roms qui sont venus en France depuis 1990 sont de nationalité roumaine et bulgare. Totalement faux. Totalement faux. Mais partiellement vrai quand même. Totalement faux. On a des chiffres. On a des chiffres. Rien que de Bosnie et de Kosovo pendant cette même période, il y a eu 65 000 Roms qui sont venus en France. C'est-à-dire plus de 3 fois plus que des Roms roumains et bulgares. Mais on ne parle pas de cette vague-là, donc la vague yougoslave, on va dire. Bon. Est-ce qu'on peut parce s'entendre au qu'ils moins ont... sur un distinguo qui se ferait entre les gens du voyage ou même les gitans, les manouches, les roms, etc., qui voyagent et qui en font toujours leur style de vie, et puis ceux qui quittent un pays où ils ne sont pas forcément les bienvenus, enfin bien accueillis, bien encadrés, bien acceptés, pour venir, pour des raisons économiques, en France, pour y travailler. Est-ce que ce distinguo-là, au moins, on peut s'entendre là-dessus et puis avancer après? Ceux qu'on appelle les gens du voyage français, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas Manouches, Tziganes, Sinti ou Roms, ce sont d'abord des Français avec une situation administrative particulière liée à un mode de vie particulier. Point. On les met de côté, c'est pas la question aujourd'hui. La question, c'est effectivement les 15 à 20 000 Roms originaires essentiellement de Roumanie et de Bulgarie qui, pour des raisons, et je rejoins ce qu'a dit Saïmir, pour des raisons politiques, c'est-à-dire la loi a fabriqué ce groupe de population auxquels on interdit de s'intégrer parce qu'ils n'ont pas accès au travail, parce qu'ils n'ont accès à rien, et par conséquent, ils vivent comme des parias, et donc ils posent des problèmes tout autour d'eux. Gonzalez, et puis ce qui est fondamental, c'est de dire que c'est une situation qui a été fabriquée par des... Alors, on va y revenir. Didier Gonzalez, oui, un mot et... justement que le film ne fasse pas ce distinguo, parce que très franchement, il y a des différences absolument fondamentales entre ce qu'on disait à l'instant, entre des populations de gens du voyage que nous connaissons bien et pour lesquels nous sommes habitués à leur présence, et l'arrivée des Roms au sens commun du terme, c'est-à-dire ces bidonvilles qui sont arrivés quasiment tout d'un coup. En tous les cas, pour les collectivités, nous avons dû gérer tout d'un coup une masse d'habitants qui se sont mis à vivre dans ces bidonvilles, alors qu'ils viennent de Roumanie, de Bulgarie. Je pense que là, ça importe peu. Mais très franchement, c'est dommage qu'on ne fasse pas ce distinguo. Et il y a un autre distinguo que je regrette, c'est qu'on n'ait pas donné au cours de ce film la parole aux personnes qui côtoient ces bidonvilles et qui auraient pu apporter une réaction utile, me semble-t-il. Il y a un débat, et c'est fait aussi pour ça. C'est pour Voilà. aussi d'éclairer un petit C'est peu. la réaction que vous avez suscité auprès de vos administrés en les appelant à chasser les Roms de votre ville. Ceci dit, quand vous dénoncez cette absence de distinction entre gens du voyage et Roms qui n'a pas été faite dans le film, je vous invite aussi à distinguer, comme je l'ai fait tout à l'heure, entre les Roms et les bidonvilles. Parce que vous dites les Roms au sens commun du terme, c'est-à-dire les bidonvilles. Je suis désolé, je suis Rom, je ne vis pas dans un bidonville, ni dans votre ville, ni dans d'autres villes. Et comme moi, il y a environ 500 000 personnes en France qui sont Roms et qui ne vivent pas dans des bidonvilles. C'est bien pourquoi, monsieur, j'ai précisé le propos et parlons autour de cette table des bidonvilles qui sont généralement occupés par ces populations roms. Et qui font qu'on en parle régulièrement. Et voilà. On est au moins d'accord là-dessus. Alors on va commencer avec un premier extrait pour revenir au documentaire qui nous a intéressés. Extrait sur cette Rome, je crois, française, ou ce Rome français qui s'inquiète du sort que l'on fait à ces Roms qui viennent d'Europe. Nous sommes très fortement étonnés aujourd'hui de voir que nos frères roms, de la manière que la France les persécute et qui sont à la chasse de ce peuple-là. Nous savons très bien que lorsqu'ils auront fini avec les Roms, ce sera notre tour à nous. Ça, on ne se fait pas de fausses illusions. Vous pouvez être de quelque nation que vous voulez. Vous avez quand même un pays et vous avez quelqu'un qui répond pour vous. Nous nous sommes jetés comme dans la cage au lion. Il n'y a personne qui répond pour nous.
Alors voilà ce que dit cet homme qui est donc partie des gens du voyage et français, qui se sent des atomes quand même crochus avec les Roms qui arrivent dans d'autres conditions en France aujourd'hui et auxquels on réserve le sort qu'on sait. Villeneuve-le-Roi. Votre politique à vous, maire UMP de Villeneuve-le-Roi, elle n'est pas la même que celle à Saint-Denis. Vous faites quoi? Vous voulez pas les voir, les Roms? Je veux pas les voir. La problématique que nous rencontrons, c'est qu'ils se sont installés sur un camp proche d'un site Céveso dans son cercle de dangerosité, pour lequel il y a une interdiction absolue de faire des feux, une interdiction absolue de résider. Si vous voulez, nous sommes à 10 minutes de la première station de métro de Paris. Donc s'il y a un terrain libre, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Bon, le site Céveso, c'est des sites de sécurité qui sont dangereux. Exactement. Est-ce que c'est un prétexte ou est-ce que c'est une réalité? Écoutez, c'est une réalité qu'on a fait expulser tous ceux qui se sont installés sur ces espaces-là. Voilà. Donc qu'ils soient Roms ou pas. Qu'ils soient Roms ou pas. Et depuis, quelles que soient les municipalités présentes. Mais quand vous voyez arriver des Roms chez vous, comment vous réagissez? Eh bien, tout dépend du lieu. Mais sur ce lieu-là, et ils ne peuvent arriver que sur ce lieu-là, puisque c'est le seul espace libre, quasiment, en bordure des Seines, dans le premier cercle de dangerosité de ce site Céveso, qui est un stockage de carburant, et en amont du périmètre de captage de l'usine des eaux de Choisy. Résultat, à chaque fois qu'il y a eu une occupation illégale, qu'elle soit Rome ou pas, la justice a été saisie et l'expulsion immédiate est réclamée. J'entends bien. Parlons un peu il n'y a pas vraiment de débat. Parlons un peu vrai aussi. Que disent vos administrés quand ils voient arriver parce que là, vous venez d'obtenir l'expulsion de, je crois, 150 Roms qui étaient installés à cet endroit-là par la justice, il y a quelques jours de cela. Comment réagissent les administrés? Est-ce qu'ils vous demandent explicitement d'obtenir le départ de ces Roms? Ah oui, c'est très clair, si vous voulez. Et il y a aussi des difficultés de cohabitation que tout le monde connaît, tout le monde a vu, où, très franchement, la situation est difficile. J'en veux pour preuve les manifestations, les associations qui se sont regroupées justement pour dénoncer ces situations. Parce que si vous voulez, on n'arrive pas comme ça tout d'un coup sur un territoire et sans que ça pose quelques difficultés. D'autant plus que sur Villeneuve-le-Roi, les enfants ne sont pas scolarisés. On a les pires difficultés, demandez-leur. En tous les cas, oui, demandez-leur. Parce que il est évident que ce n'est pas un problème de situation, si vous voulez, c'est un problème de mode de vie. Et donc, on rencontre les pires difficultés. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a 3 Roms qui venaient du camp de Villeneuve-le-Roi et qui ont été inquiétés par la justice pour vol d'1,4 million en câble SNCF. Vous dites insalubrité, vous dites insécurité, vous dites délinquance. Ça fait 3 sur 300, c'est-à-dire la même proportion. Ça fait la même proportion que dans la population normale. Et quand vous faites vivre les gens sans leur donner les moyens d'avoir des ressources légales et stables, évidemment, vous les poussez à la criminalité. Donc c'est pas vous qui les poussez, mais ce qui est fabriqué en France, donc l'interdiction d'accès au travail, fait que effectivement il y a mais alors à ce moment-là, il y a des problèmes de délinquance. Mais donner d'abord du travail avant de. Mais la première chose que le collectif Rome Europe demande, c'est effectivement la levée immédiate des mesures transitoires. Avec quel résultat depuis des années. Avec quel résultat aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui vous avez des gens qui sont dans la situation actuelle et que on a les pires difficultés à gérer ça sur le plan local. Il ne faut pas se cacher. Moi, j'ai une question et masquer la réalité. J'ai une question un peu d'ordre juridique à poser parce que voilà, je suis juriste entre autres et je me demande depuis quand la responsabilité pénale est redevenue collective en France. Parce que 3 personnes inquiétées par la police, ça représente 3 personnes inquiétées par la police. Ça ne représente pas 150 à 200 personnes. Monsieur, c'est bien pourquoi j'ai dit et 3. Ça ne concerne pas l'occupation du terrain. Et j'ai pas dit tous les Roms. Alors écoutez bien, vous individuelles. cherchez justement à faire un argument de polémique. Mais pas du tout. J'ai dit qu'il y en avait 3. Non, j'ai pas dit que tous. Vous parlez de j'ai mode pas dit de vie. tous. Vous avez dit mode de vie. Est-ce que vous pensez que c'est le mode de vie des 200 Roms qui étaient à Villeneuve-le-Roi et que vous avez fait expulser en mobilisant
les associations dont vous parlez en finançant peut-être aussi des banderoles qui étaient posées par votre mairie, par vous, sous votre responsabilité. On n'a pas besoin de tout ça pour une mobilisation de la population qui va dénoncer. Vous savez, il y a des données objectives, monsieur. Il y a des difficultés de cohabitation. Il y a aussi des manières de savoir les gérer. Et vous les utilisez. Saïmir Millet, si je comprends bien votre intervention, vous dites que on assimile trop facilement délinquance et Roms. En France, chaque fois qu'on voit arriver des Roms dans un endroit. Le maire de Saint-Denis nous dit quoi là-dessus? Délinquance et Roms, ou puisque vous avez une politique totalement différente, vous les accueillez, vous aménagez l'espace, vous installez des villes. Saint-Denis, c'est une ville. Des mobil-homes pour les installer. On installe des mobil-homes, effectivement, parce qu'on a travaillé à partir du camp de Hanoul dès les années 2000 avec ces familles. On a veillé à la scolarisation de ces familles et on travaille avec eux sur un parcours d'insertion avec une barrière. C'est là où on se retrouve un peu seul vis-à-vis de l'État, c'est qu'on est quand même un peu abandonné et les collectivités territoriales sont quand même un peu abandonnées tout seules par rapport à ces Roms. Je voudrais juste dire que, à mon avis, les Roms ne sont pas un problème. Ce qui est un problème, c'est les conditions dans lesquelles nous maintenons ces Roms, enfin l'État français, c'est-à-dire de les faire vivre dans les bidonvilles. Dans une ville comme Saint-Denis où il y a plus de 130 nationalités, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont vécu dans les bidonvilles et qui n'ont pas envie de revoir ça. Et grosso modo, ce qui arrache le cœur à tout le monde, c'est de pouvoir avoir ça, de pouvoir ce mode de vie sous ses fenêtres. Et donc il ne s'agit pas de... Parce qu'à Villeneuve-le-Roi, ils disent plutôt, ils ne sont pas tout à fait contents de les voir arriver. Est-ce que chez vous, à Saint-Denis, les gens sont contents de les voir arriver? Les gens, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une responsabilité de ne pas souffler sur les braises. On a une responsabilité de ne pas souffler sur les braises. Je pense que nous avons besoin, avec les populations locales, d'avoir une discussion. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Est-ce que les populations sont heureuses quand vous installez un camp de Roms à côté de chez elle? Clairement non. Clairement non. D'autant, mais la différence entre ce que nous faisons nous et un bidonville, c'est que nous décidons, nous accompagnons. Les Roms payent l'électricité, les Roms payent l'eau dans ce camp. Les enfants vont à l'école et on a tout un travail pédagogique, c'est pas toujours facile non plus. Donc c'est une sorte de risque politique que vous prenez en faisant ça vis-à-vis de vos administrés. Et c'est ce que je pense qu'il faut essayer de développer dans le pays, parce que le constat, c'est que ça fait depuis plus de 10 ans qu'on a des bidonvilles qui se construisent, qui sont démontés. Et à chaque fois, on revient à la case départ, voire pire. Et donc c'est un échec. Cette politique-là est un échec. Donc il faut trouver autre chose, il faut développer autre chose. Depuis le temps que vous faites ça, parce que c'est une politique que vous menez depuis un moment, à Saint-Denis, de vous montrer accueillant vis-à-vis des Roms. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au fil du temps, ça s'arrange? Est-ce que, je sais pas quoi, les Roms trouvent du travail, s'intègrent, sont à l'école? Entre les bidonvilles qui s'installent à Saint-Denis, souvent sur des délaissés d'ailleurs des terrains de l'État. Je pense des délaissés d'autoroutes, etc. Quand on a des autoroutes dans sa ville, ce qui est le cas de Saint-Denis. Voilà. Donc, et le travail que nous faisons avec eux, c'est le jour et la nuit. Entre les conditions d'hygiène, les conditions des bidonvilles, des sauvages, etc., qui sont installés parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour ces populations, et le travail qui est fait, on acquiert, les gens acquièrent leur dignité, les gens ont envie. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est l'accès au travail. Et il faut absolument qu'on puisse aller avec les Roms qui ont des savoir-faire. Donc c'est un peu le défi qu'on essaye de relever, puisque on va essayer de préfabriquer un certain nombre de maisons pour qu'ils deviennent pérennes, et on va constituer avec les Roms une entreprise d'insertion qui permet effectivement de donner du travail. Et donc d'avoir le parcours. Parce qu'il n'y a pas de dignité si on n'a pas de boulot, si on ne peut pas vivre de son travail. Les Roms ont un certain nombre de qualités dans les métiers du bâtiment, et on essaye, on est en train de constituer ça, donc pour faire que travail et un toit pérenne. Deux remarques, si vous voulez bien, parce que je trouve qu'autant se dire les choses sur ces questions-là. J'ai noté que Manuel Valls avait dit qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, paraphrasant, je crois que c'était Rocard qui avait dit ça. Mais pour d'autres choses, toute sa part. Mais la France doit prendre sa part, c'est la suite de la phrase de Rocard, on est d'accord. Et 15 000 personnes, c'est une petite part. Je suis assez d'accord sur aussi la deuxième partie de la citation. De cette phrase-là. Et il y a une autre intervention de Valls, je trouve, dans la même chose. Il dit que sécurité, délinquance et Roms, il y a effectivement un rapport. Autrement dit, il y a plus de délinquance de la part de populations qui, effectivement, n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Les gens, il faut qu'ils mangent. Mais moins on travaille avec eux, plus on les confine avec des façons de vivre qui ne correspondent pas à la légalité. Alors, si on invente un délit de mendicité agressive sur la voie publique,
c'est évident que vous allez avoir tous les jours des centaines de Roms qui vont être délinquants. Et donc, vous allez faire exploser les statistiques. C'est ce qui s'est passé avec l'ancien préfet de police de Paris. C'est extrêmement facile. Il suffit d'avoir le délit qui correspond à leur activité principale. Encore une fois, activité principale qui leur est imposée, rejoins ce qui vient d'être dit, par l'impossibilité de travailler. Encore une fois, ces 15 000 ou 20 000 personnes, c'est une population bouc émissaire fabriquée par une politique à des fins de politique intérieure. Ce qui doit changer, c'est effectivement qu'aujourd'hui, ils aient du travail. Les villages d'insertion, quelle que soit leur forme, si derrière, il n'y a pas un accès au travail, à Pôle emploi, à la formation, ce sera un échec comme c'est globalement le cas aujourd'hui dans les villages d'insertion. Je suis complètement d'accord avec l'approche de mon voisin. Tout cela doit se faire par le travail. Si nous avons des populations qui sont désireuses de s'insérer, et on l'a montré par le passé, la France est un pays ouvert. Et sur ma propre commune, j'ai une communauté importante portugaise qui, par la crise aujourd'hui, est en train d'arriver, etc., etc. Bon, donc ça, nous savons gérer. Mais lorsque on a un afflux massif c'est pas massif, c'est 15 000 personnes sur l'ensemble du territoire français. C'est pas massif. Il y en a eu 900 à Nanterre, c'était pas massif. Juste une seconde. On parle de bassin d'emploi. Sur un espace déterminé, vous avez un afflux qui, là, est réel. Donc, vous avez une occupation en bloc, avec des gens... Ça fait 50 emplois. Attendez, avec des gens qui viennent sur place, qui ne font pas forcément les démarches, et c'est un doux euphémisme de se rapprocher des différents services pour s'inscrire dans les processus. Mais ils n'y ont pas droit. Ils n'ont pas le droit de s'inscrire au Pôle emploi, monsieur. Non, mais d'accord, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Regardez la liste des 150 emplois. Non, attendez, on peut revenir sur les mesures transitoires. Tous les bâtiments, travaux publics, la maçonnerie, la plupart des gens ne le savent pas, ça. L'agriculture, l'arboriculture, tout ce qui est cuisine... pas la question. Est-ce qu'on peut juste expliquer en un mot? Est-ce qu'on peut... Attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Non, mais je ne vous ai pas coupé, vous reprenez après si vous le désirez. Monsieur Gonzalez, est-ce qu'on peut expliquer en un mot ce qu'est cette liste que vous brandissez? C'est la liste des métiers que les Roms en France sont autorisés à pratiquer. Et cette liste vient d'être étendue par le gouvernement, va être étendue par le gouvernement Ayrault. Elle a été réduite par le gouvernement précédent. Mais déjà cette liste... Écoutons bien déjà cette liste. Non, mais vous commenterez après. Déjà cette liste, il y a le bâtiment et tout le travaux publics, la maçonnerie, l'électricité, je vous prends juste comme ça quelques-uns, tout ce qui est cuisinier, employé d'étage, hôtellerie, serveur en restauration, l'agriculture, la marine, la pêche, maraîcher, horticulture, bûcheron, pêche maritime, mécanique, ne leur interdit pas le marché du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a un de ces métiers-là? Mais attendez, transport, logistique, tourisme. Monsieur, il vous reste quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire... On va vous dire qu'il n'y a pas d'obstacle, ça vous dire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la démarche pour un maçon roumain en France? Qu'est-ce qu'il doit faire pour travailler légalement de manière déclarée? Après cette liste-là, on prend l'exemple d'un maçon. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous savez ce qu'il doit faire? Il doit s'inscrire, il doit payer, son employeur doit payer une taxe aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et ensuite, moi, je voudrais faire une petite parenthèse. Non, mais sur répondez à la question. Monsieur, vous permettez que je m'exprime? Voilà, vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Moi, je sais une chose, c'est que sur ma propre ville, j'ai une communauté bulgare, puisque je suis jumelé avec une ville bulgare. C'est très bien, c'est tout à votre honneur. Qu'est-ce qu'un Roumain doit faire une fois que son employeur a payé cette taxe et qu'il a fait sa promesse d'embauche? Je vous dis, monsieur... Bon, puisque vous ne le savez pas, je vais le dire moi, si vous permettez. Laissez-le terminer et après vous le direz. Voilà, lorsque nous avons une communauté bulgare, puisque nous avons des Roms bulgares. Bien, cette communauté bulgare qui est arrivée petit à petit, dans le cadre d'échanges, etc., puisque nous avons eu un jumelage avec une ville bulgare, Vratza, par exemple. Eh bien, nous n'avons aucun problème. Ce sont des gens qui sont parfaitement intégrés. Donc, on voit bien que c'est une question de volonté, de démarche, de temps. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. L'ambition des Roms qui arrivent dans ces circonstances-là n'est pas vraiment de s'intégrer. C'est ce qu'on comprend chez vous. En tous les cas, pas tous. En tous les cas, pas tous. Précisons les conditions dans lesquelles un Rom peut travailler en France. On précise ça, c'est pas très long, parce qu'en plus ça vient de changer. Il y a cette fameuse liste des métiers autorisés qui est quand même assez large, qui est élargie en ce moment. Il y a 700 € je crois, de primes que l'employeur d'un Rom doit verser et qui doit être supprimée. Et il y a une troisième condition, vous dites ?
Bien sûr. Alors, c'est l'obtention d'un titre de travail ou de titre de séjour. Qu'on Grosso obtient à la modo, préfecture. Une Maintenant, autorisation administrative de travail. de la préfecture. qu'est-ce qui a changé avec le gouvernement actuel? Ce qui n'a pas encore changé, mais c'est une promesse de supprimer cette taxe que l'employeur devait payer Si c'est supprimé. avant. Maintenant, supprimé. si c'est supprimé, tant mieux. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'ils sont toujours obligés d'obtenir une carte de séjour De la part du avant- préfet. de la part du préfet. Et les préfectures, pour un dossier qui est constitué, pour cette carte de séjour, ça prend entre 3 mois et 1 an. Et au bout de 3 mois, ils sont en situation irrégulière en France et personne, aucun employeur ne peut attendre un maçon 6 mois J'ai avant de bien l'embaucher. compris que les obstacles au travail pour les Roms qui sont en France et qui sont dans ces camps, si je puis dire, sont tels qu'ils n'arrivent pas à travailler. C'est Voilà. ce que vous dites. Et Ça vous n'est pas souhaitez, interdit, mais c'est de fait et vous impossible. souhaitez Ça reste que un l'obstacle du préfet saute. Maintenant, quand M. le maire nous dit qu'il n'y a pas la même volonté d'intégration de la part de ces Roms que de la part d'autres communautés qui arrivent, les Bulgares, etc., qu'il y a eu dans sa Exactement, commune. Vous dites quoi? exactement. Que veulent des Roms qui arrivent de cette façon-là Eh en bien, les France? rencontres, Mais sinon, et il y aurait ça, pas de je pense problème. que Attendez, sinon, il y M. aurait pas de Payard problème. peut en parler autant, aussi bien que moi. Il est maire aussi, mais avec cette particularité de rencontrer tous les mois les familles dont on a parlé tout à l'heure, les familles du Hanoul. Eh bien, ils veulent travailler, sauf qu'ils n'ont pas la possibilité légale de travailler légalement. C'est-à-dire S'ils qu'aujourd'hui, pouvaient le ils faire, travaillent. ils le feraient. Oui. Évidemment, aujourd'hui, ils travaillent, ils ne vivent pas d'amour et Mais de vivre dans fraîche. ces conditions n'est pas un choix de la population rome. Ils sont contraints de vivre dans ces conditions-là. Aujourd'hui, Donc, ils sont contraints de travailler de manière non déclarée. Parce que la loi leur interdit de travailler légalement et donc de payer des impôts, etc. C'est pour ça qu'on les voit plus dans la mendicité que dans le la travail. récupération, la mendicité. Dans la récupération, oui. etc. Là où ils peuvent trouver des petits micro-créneaux, mais qui sont toujours à la limite de la légalité. Mais moi, ce dont je voudrais porter témoignage, c'est que depuis maintenant plus de 20 ans que l'association dans les Hauts-de-Seine qui s'occupe des gens du voyage, ceux qu'on appelait encore une fois les tziganes roumains de Nanterre il y a 20 ans, tous ceux qui ont trouvé du travail ont disparu. Ils se sont fondus dans la population. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un logement, qu'ils ont scolarisé leurs mômes, qu'ils payent des impôts, qu'ils payent des Donc il n'y a cotisations pas sociales. un et aspect que ça très n'est pas réticent à l'intégration et de la que part ça des n'est, Roms. il n'y a aucune spécificité qui les empêche de s'intégrer. Il n'y a aucun problème. Vous dites, ces obstacles juridiques-là sont propres aux Roms et ils ne sont pas propres. Non, ils s'adressent à tous les Roumains et à tous les Bulgares. Oui, d'accord. Or, que... eh oui. Mais du voyage, enfin des gens qui sont dans un... tous les Roumains et les citoyens Bulgares. roumains C'est et pas- bulgares c'est- relèvent du même régime. D'accord. Il ne saurait y avoir de J'ai des mesures. Bulgares et des Roumains qui sont parfaitement intégrés, pour lesquels, enfin, qui ont eu leurs documents pour travailler, etc., qui sont parfaitement intégrés. Or, j'ai un camp qui pose problème. Voilà, ça. c'est bien une question de temps, une question de volonté, une question de nombre. Oui, c'est Voilà. vrai. Attendez, Ça, c'est vrai, on mais peut pas dire le bien contraire. sûr, mais Ensuite, bien sûr. tout dépend de Mais comment bien sûr. on répond à cette Alors, question-là. voilà. Et, Et le que- fait est que la plupart des Roms, y compris la plupart des Roms roumains de migration récente en France, ils ne sont pas dans les bidonvilles. Ils ne sont pas dans les bidonvilles, ils vivent dans des appartements, ils Comme se tout le sont monde. débrouillés comme d'autres compatriotes roumains ou Et bulgares. vous dites exactement ce que je viens de dire. Donc on ne voit Mais tout dépend de effectivement comment on y que ceux répond. qui sont Ben, les plus en Tout difficulté. dépend de comment on y c'est les- répond. Quand on arrive Donc en vous bloc comme dites, ça, si je on ne sait comprends pas bien, faire. donc vous C'est dites, plus une je question comprends de très bien. grande Il faut avoir précarité, une volonté Voilà, pour le c'est faire. d'absence ça. de formation. Et c'est ça qui est Avoir une volonté. insupportable. D'où C'est de la- voir des gens dans cette précarité D'où extrême. l'importance de extrême. l'accompagnement par les collectivités, par les associations. Parce que vous disiez que dans votre ville, il y avait des associations qui s'étaient montées pour les faire partir, pour soutenir cette demande. Il y a aussi partout des collectifs qui, affiliés ou pas à Rome Europe, qui sont constitués et qui, au contraire, des collectifs de citoyens, Alors, qui, au contraire, essayent une de autre les question, accompagner une- vers la scolarité, vers les soins, vers les droits sociaux. Une autre Donc, question. Monsieur, c'est très facile de Non, non, se c'est pas tourner. facile. C'est de pas se fa- c'est tourner. plus difficile Non, de mais chasser sur les le gens. discours, mais non, C'est mais plus je vais difficile de abonder, chasser les je vais gens abonder dans que votre d'essayer sens. de Je vais les abonder dans intégrer. votre sens. C'est très facile de dire, bah, écoutez, voilà, on va se tourner vers les collectivités. Hein, donc on va c'est un problème demander, de l'État. non mais je sais bien, on va demander aux collectivités de trouver des solutions. Je vais tourner vers mon collègue, on sait à quel point c'est compliqué. Parce que je vous assure, quand on gère une ville, on est trois à être élus locaux, quand on gère une ville, on a des populations qui sont là, qui sont demanderesses de logement, des crises du logement, qui s'adressent aux Roms et pas aux Roms d'ailleurs. Hein, et donc il y a des gens qui sont inscrits sur des listes de demandes d'emploi, de logement, pour lesquels nous avons déjà les pires difficultés à trouver des Et qui solutions. comprendraient et mal qui que les Roms comprendraient passent mal, devant et elles. qui- C'est ça que vous mais voulez bien nous dire. évidemment, Mais personne ne demande de priorité. On a On un demande vrai le droit problème. commun. Quand Oui, il y a mais 3 sauf millions que de déjà, chômeurs, il faut faut faire des un choix. an. Non mais attendez, On demande le le droit petit commun. problème, oui mais attention, c'est que dans une affaire comme ça, il faut quand même pas se cacher. On a déjà les pires difficultés et il faut déjà au moins un an
en tous les cas, sur mon secteur pour attribuer un logement. Hein. Et donc ça veut dire de facto, ça veut dire de facto reconnaître que pendant un an, on va au moins avoir le bidonville au moins pendant un an. Ou une solution transitoire comme Attendez. Je vous repose la question des Payères parce qu'il y a quand même cette idée-là qui est forte, qui est de dire, dans une France qui connaît les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, 4 millions de chômeurs, qui demandent des logements, qui demandent du boulot, etc., il y a de plus en plus de gens qui supportent assez mal de se dire, bah tiens, on va faire de la place pour les Roms. Qu'est-ce qu'ils disent les gens chez vous à Saint-Denis? Le seul problème, c'est mon constat dans la ville. C'est des bidonvilles. C'est des bidonvilles roms. C'est des bidonvilles roms depuis plus de 10 ans dans la ville. Ça veut dire que les échecs d'évacuation de ces bidonvilles et le retour de ces familles roms, voire les mêmes ou d'autres, etc., à chaque fois montre l'échec de cette politique. C'est-à-dire, à un moment, on a vu l'État qui finançait le retour en Roumanie ou en Bulgarie avec une prime, etc. Et le retour. Et donc, on a dépensé, au retour et voir les gens qui reviennent après, y compris l'État a dépensé beaucoup d'argent pour un échec. C'est-à-dire qu'à Saint-Denis, moi j'ai toujours, régulièrement, des bidonvilles qui se créent. Alors, c'est à partir de ce constat-là qu'on a plutôt décidé d'essayer de s'y prendre autrement, de discuter d'abord avec les Roms eux-mêmes. Est-ce que ça veut dire, d'après vous, qu'il y a on dirait un volant de population rome qui souhaiterait s'implanter chez nous et qu'il faudrait les laisser faire et qu'une fois que ce volant sera résorbé, il n'y en aura pas d'autres. Parce qu'il y a des gens qui disent si on les accepte, ça va entraîner d'autres arrivées. La moitié sont en Ile-de-France. Il y a 7000 Roms pour 10 millions d'habitants. C'est rien à condition. Moi, je crois qu'il faut absolument qu'avec l'État, il y ait le cas de ces Roms-là, c'est tout. Voilà, il y a une loi qui permette effectivement de répartir la solidarité en s'appuyant sur les collectivités qui le souhaitent, en s'appuyant sur des financements de la région, des financements de l'Europe qui ne sont pas consommés à cet effet. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de ressources qui permettraient effectivement, au lieu d'en faire quelque chose de stigmatisant, d'en faire une force. La France a su le faire avec toutes ces émigrations. Donc je pense qu'on a besoin, on peut se donner les moyens de le faire à condition qu'il y ait quelque chose qui soit, non pas d'une obligation, mais qui soit un travail collectif. Je disais, les collectivités sont toutes seules à se débrouiller avec ça. Et donc de l'aide de l'État. Saïmir Millet, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Je suis d'accord avec ça, et je rajouterais tout simplement 2 choses. La première, c'est très simple de dire « Ah ben, c'est pas de notre ressort ». Et on se renvoie comme ça à la patate chaude, ad vitam aeternam. On ne résout rien. Mais le problème, vous pensez que les Français peuvent entendre qu'on doit faire de la place les Français à des Roms aujourd'hui, dans les circonstances économiques du jour? Les Français ne sont pas imbéciles, en tout cas pas plus que n'importe quel autre peuple. Les Français peuvent très bien comprendre à condition qu'on leur présente correctement la situation. La situation, c'est quoi? C'est qu'il y a 4 millions de chômeurs en France. D'accord? Mais la situation, c'est aussi qu'il y a 500 000 emplois qui ne trouvent pas de candidats en France, toujours en France. Dans ces métiers. La situation, c'est quoi? La situation, c'est qu'on n'a pas affaire à un problème. Ces 15 000 Roumains et Bulgares ne sont pas un problème. Considérons-les plutôt comme des acteurs de leur avenir et avec tout ce qu'ils peuvent apporter. Et ils peuvent apporter. La preuve, c'est ce que nous faisons à Saint-Denis autour du réseau 1427, qui regroupe plusieurs associations de la ville, mais aussi au-delà, et on travaille en coopération avec la ville, en disant aux populations, vous avez une responsabilité, et ils comprennent très bien, ils s'approprient ce projet, et ça fonctionne. Ensuite, on parle aussi beaucoup du niveau européen. Attendez, on essaie de dialoguer. Laurent Elgozi, et puis Didier Gonzalez, et après on réécoutera un extrait du documentaire. Souligner 2 points. Jusqu'à présent, la politique qui a été conduite a visé à les renvoyer chez eux en disant ils n'ont pas vocation à rester en France. De fait, ils restent en France. C'est donc la politique qui a été menée. Où ils reviennent, ce qui revient au même. En fait, ils sont toujours là, et c'est ce que disait M. Pagnard. Ça coûte 20 à 30 millions d'euros par an. Donc il y a des ressources disponibles pour une inefficacité absolue, une efficacité sur le plan de la présence. Il y en avait 15 000 il y a 5 ans, il y en a toujours 15 000. Il y avait des centaines de terrains, il y a des centaines de terrains, toujours plus pauvres, toujours plus précaires. Donc, politique coûteuse, inhumaine, parfaitement inefficace. Alors, ce qui a été proposé qui devrait se mettre en œuvre avec la circulaire dont on attend l'application circulaire du 26 août, c'est une politique autre, interministérielle, qui vise à l'intégration. Encore une fois, il y a des ressources disponibles, il y a les ressources européennes qui ne sont pas utilisées, et par ailleurs, les Français sont certes choqués quand ils ont un terrain à côté d'eux, mais quand ils voient les images de bulldozers qui détruisent
des habitations, ils sont encore plus choqués. Et cette réprobation vis-à-vis de la France, c'est à la fois les évêques, c'est à la fois Viviane Reding, c'est l'ensemble. Et même les Nations Unies. Didier Gonzalez. Mais c'est certain que voir des bidonvilles, ça n'enchante personne. Mais la destruction des bidonvilles, c'est encore pire. Mais face à cette situation, que faut-il faire ? On continue comme ça à laisser perdurer des situations d'insalubrité. Mais vous avez dit vous-même qu'on avait intégré des milliers d'intégrés. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Vous l'avez dit vous-même. Je ne vous vous avez ai parlé pas des coupé. Portugais, vous avez parlé Simplement, des Bulgares. mais ça se passe pas comme ça avec des arrivées de bidonvilles dans des conditions pareilles et dans des laps de temps aussi rapprochés. Là, aujourd'hui, on a un vrai problème. Or, les réponses qui sont envisagées, essayez d'intégrer comme ça. Alors c'est très généreux, c'est d'un angélisme patenté. C'est juste les valeurs républicaines de la France. Oui, non mais très bien, mais sauf que ça conduit à quoi? Alors quelques expériences de villages pilotes où on demande aux collectivités... Il y a des villages d'intégration, ça existe. Voilà, de villages d'intégration, quelques villages d'intégration. Alors on a bien essayé, juste à côté, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Chez vous, juste à côté de chez moi, on a pris un camp, il a été déménagé. Orly, enfin bon, peu importe. Donc, on a mis, très bien, donc on a fait un quartier, un petit village, on met des mobilhomes, on aménage, on met l'eau, l'électricité, etc. Exactement. C'est ça. Voilà. Mais c'est exactement ça. Un suivi social. C'est exactement ça. Donc on en prend une quantité très très faible, puisque d'un côté, on va détruire un camp de 150 personnes, on va en mettre 40 dans ce village. Voilà. Et ça marche pas si bien que ça. Ça marche pas. Ça marche pas si bien que ça. Résultat des courses. Non, mais disons les choses parce que si vous voulez, on peut se bercer de discours et d'angélisme, mais la réalité, c'est quoi? C'est que ceux qui sont partis dans ce village d'intégration, eh ben pour partie, ils sont revenus sur le site, le camp initial, et on en est réduit encore à redétruire des baraquements. Bon. Donc on voit bien... Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'accès au travail. C'est dans le blocage, toutes les limites en nombre, et en ampleur. Encore une fois, c'est pas un choix de vivre en bidonville, c'est pas un choix de vivre les pieds dans la boue, c'est pas un choix d'être obligé d'aller mendier avec ses enfants. C'est pas un choix. Je relisais la déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, des évêques qui sont confrontés à ça. Eux-mêmes appellent à trouver les formes de l'insertion, de travail sans relâche à l'insertion. C'est l'appel au pouvoir public. Mais je pense qu'avec notre expertise d'élus locaux, l'appui de la région, une règle qui pourrait être de solidarité régionale. Nous, on sollicite que le préfet de région, depuis des lustres, tienne au moins une table ronde. Mais il faut une règle de l'État qui permettent effectivement d'être conséquents. C'est-à-dire que toutes les Aubervilliers, Montreuil, Choisy-le-Roi, etc. Les villes sont là. Et ça ne veut pas dire 500 ou 600 Roms comme on a aujourd'hui à Saint-Denis, mais ça veut dire qu'on travaille sérieusement avec des familles. C'est quoi? C'est 200, c'est 55 familles le camp du Hanou. En se gardant, si je puis dire, d'aller reconstituer d'autres ghettos. Absolument. D'accord. Insérer une population rome, c'est pas les mettre en ghetto ensemble, c'est essayer de trouver des formes d'habitat qui ressemblent comme de gouttes d'eau à ce qui existe. Alors, je vous propose d'écouter un deuxième témoignage issu du documentaire, où là, c'est une Alexandra, je crois, ça Sankova, qui est rome elle-même et qui a fait un parcours assez formidable et qui parle de la façon dont son parcours est vécu par les autres. J'ai grandi dans un ghetto. Quand je rentre chez moi, je vois que mes amis d'enfance ont déjà des enfants. Leur vie est très dure, ils n'ont pas de travail et ils ne peuvent pas payer la scolarité de leurs enfants. C'est dur pour eux. Et quand je regarde en arrière, je vois tout le chemin parcouru. Quand mes amis m'interrogent sur mon travail à Bruxelles, je leur dis « Vous pouvez y arriver, vous aussi. Vous avez toutes les capacités pour être à ma place. Il faut juste que vous poursuivez vos études, il faut y croire, ne jamais baisser les bras. » Mon rêve, devenir une commissaire européenne. Mais bon, soyons sérieux. Voilà pour ces propos de cette jeune femme formidable, qui est positive, qui est optimiste, etc. Bon, est-ce que c'est un exemple pour les Roms, cette jeune femme? Est-ce que c'est un but? Est-ce que c'est une envie de s'intégrer comme ça à travers l'Europe?
vous savez, franchement, pour moi, ce n'est pas un exemple, même si elle est plus jeune que moi, mais être commissaire européen, ce n'est pas vraiment ce que je souhaiterais. Non, mais je parle de son niveau d'intégration. Ah oui, d'accord. Après, ça dépend. Nous, on a aussi notre conception, et c'est ça qui est important. On a notre conception de l'intégration. Pour nous, l'intégration, c'est le bonheur. Et c'est très humain. Je vous demande ça parce que je me souviens avoir discuté avec des Romanichels, des Gitans, etc., qui me disaient, oui, mais nous, qui voyageaient toujours, hein, qui disaient, nous, on a une envie de vivre qui est différente de la vôtre. On a une conception de la vie qui est différente de la vôtre. Oui, mais vous parlez des voyageurs. Je parle des voyageurs. On parle d'humains. On parle tout simplement d'humains. Laurent, s'il te plaît. Nous avons... Quel est le but d'un être humain, peu importe sa couleur, sa langue, etc. Le but de la vie d'un être humain, c'est d'être heureux dans sa famille. Rome ou pas Rome, bien sûr. D'accord, mais le bonheur, pour vous, dans ce cas-là, il est de s'intégrer dans une population et d'avoir le rythme de travail. Ça veut dire choisir sa vie comme tout le monde. De pouvoir choisir, effectivement, de pouvoir choisir. On ne nous laisse pas beaucoup de choix. Et elle, comme d'autres, comme moi, comme d'autres, on a dû beaucoup se battre pour arriver là où on est arrivé. Maintenant, est-ce que c'est un modèle d'intégration? Peut-être pour certains, mais il n'y a aucune raison qu'on voie l'intégration comme avec une seule forme possible. Voilà. Ensuite, mais ma question c'était, il n'y a pas une espèce de volonté partagée par beaucoup de Roms de vouloir continuer dans un type d'existence, un rapport à la société qui est différent, qui est un peu marginal, parce que voilà, c'est comme ça qu'il... Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Hein. C'est une question et à laquelle je vais répondre. Nous avons une culture qu'on maintiendra, peu importe les pressions qu'on subit de tous les côtés. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par culture? Ce que je veux dire par culture, ça veut dire la vision que nous avons du monde. Et la vision qu'on a du monde, ce n'est pas forcément, je parle globalement, la généralisation avec les réserves que ça implique, la réussite sociale d'un Rome, ce n'est pas forcément d'être employé de banque et de voir ses enfants en dormant à chaque fois qu'il arrive. C'est le bonheur. C'est d'être beau, c'est le bonheur. C'est le bonheur en travaillant, évidemment. Et on n'est pas les seuls, d'ailleurs, c'est très au sein humain, de la communauté. Au sein de la communauté, qui n'est pas une communauté au sens communauté religieuse. Communauté, ça s'applique aux communautés religieuses. Oui, mais quand on dit communauté, c'est toujours fermé. Nous, c'est une communauté ouverte. Et c'est un point de vue que nous avons exprimé dans une proposition d'un statut cadre des Roms dans l'Union européenne, que l'Union européenne n'a toujours pas adopté d'ailleurs, dans laquelle nous expliquons qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons apporté à l'Europe pendant ces 6 derniers siècles. Et comment vous voulez continuer à voyager avec l'Europe, si je puis dire? Comment on veut voyager avec l'Europe pour avancer ensemble dans des buts communs qui sont aussi les nôtres. Merci. Mais ça implique d'être considérés comme des acteurs et non pas comme des épouvantails. Merci Samir Millet. Merci à vous tous. Je crois qu'on a compris quelques petites choses. C'est déjà fini, je suis désolé. Bah oui, mais voilà, c'est le temps d'un débat. Merci d'y avoir participé. J'ai l'impression qu'on vous comprend un peu mieux ou qu'on comprend peut-être un petit peu mieux ce qui est en jeu du côté de ces camps de Rome. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé le débat. Merci à vous tous. Je vous rappelle notre site internet si vous voulez nous rejoindre et échanger avec nous. La semaine prochaine, vous retrouverez Dominique Souchier qui nous rejoint dans l'équipe de Public Sénat avec une émission sur la naissance. Ça tombe bien puisqu'il va naître à Public Sénat. Merci en tout cas et à bientôt.